Bonjour et bienvenue sur Thiam Maloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. C'est toujours moi, votre humble serviteur Grady Mouya, autrement dit le fils de la promesse. C'est avec joie et plaisir que nous vous demandons de suivre le direct de la RTNC. Alors, portez-vous bien, au revoir et on se retrouve à très bientôt. Bonsoir, heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Il vous souviendra qu'il y a 48 heures, donc lundi dernier, nous avons tenu un briefing spécial où nous sommes revenus spécialement sur la situation qui prévaut à Calais à la suite des inondations et des coulements de terrain qui ont conduit à la disparition de plusieurs centaines de compatriotes. Avant de commencer cette émission, j'ai encore discuté avec le gouverneur Théo Cassi pour avoir les dernières nouvelles. Les bilans ont été malheureusement revus à la hausse. On a quitté donc hier, nous étions à 412. Aujourd'hui, il y a 26 nouveaux corps qui ont été récupérés pour atteindre 438. Par contre, il n'y a pas encore des chiffres officiels des personnes disparues, contrairement à ce qui s'est répandu. Il y a une commission spéciale qui a été mise en place, qui recueille des témoignages, qui travaille avec les familles pour arriver à évaluer. Vous savez que nous avons fait, nous, le choix de la transparence. Nous serons donc en mesure, le moment venu, de venir vous donner des chiffres officiels de compatriotes qui ont disparu. Vous savez aussi que la délégation gouvernementale était sur place pour apporter une assistance aux familles des disparus, compatir et regarder ce qui doit être fait. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites sur le terrain. Et parmi les mesures urgentes qui ont été prises, c'est la relocalisation de populations riveraines qui vivent aux côtés de rivières qui ont connu de crues et qui ont connu des inondations. Le gouverneur m'a dit tout à l'heure qu'ils pourront être relogés du côté de l'aéroport de l'UENA en attendant de mesures qui viendront dans l'avenir, de mesures durables qui permettront de gérer la crise. Mais en attendant, vous savez que, comme j'aime à vous le dire, que nous sommes dans notre gouvernement en train de régler des problèmes, beaucoup qui n'ont pas été résolus pendant des décennies. Ce soir, j'ai le privilège d'accueillir sur ce plateau le ministre d'État et ministre de l'aménagement du territoire. Vous avez suivi que hier, à l'Assemblée nationale, la loi sur l'aménagement du territoire a été adoptée. Il va vous parler de la stratégie du gouvernement pour qu'à travers l'aménagement du territoire, que nous puissions prévenir les conséquences dramatiques que nous connaissons chaque fois que nous connaissons des situations de catastrophes humanitaires. Quand il pleut à Kinshasa, les lits de rivières débordent parce que l'aménagement du territoire n'a pas été bien fait, parce qu'il n'y a pas des instruments qui permettent aux uns aux autres de se définir. C'est toutes ces questions que nous allons aborder ce soir avec le ministre d'État, évidemment. Il pourra revenir sur la question de Calais au début de ses propos. Et dans ses mots introductifs, il vous donnera les grandes lignes de la stratégie gouvernementale pour que nous puissions disposer. Il me disait tout à l'heure, d'ailleurs, Monsieur le ministre d'État, que ça fait depuis 67 ans, je pense, si j'ai bien retenu, qu'on n'a pas eu des réflexions soutenues sur comment on aménage l'espace dans lequel nous vivons. Monsieur le ministre d'État, je vous remercie de vous associer. C'est la première fois que nous vous accueillons ici dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Vous avez participé aux activités de l'an 1 et bientôt d'ailleurs nous en aurons des débats parce que nous, je le disais la dernière fois, nous sommes prêts à débattre autour de l'action du gouvernement 2 ans après dans votre secteur. Mais ce soir, nous avons voulu vous avoir pour que vous puissiez nous dire, parce que la catastrophe qui est arrivée à Calais pose évidemment un problème d'aménagement du territoire. Nous avons voulu que vous puissiez nous éclairer sur l'action du gouvernement dans l'immédiat, mais aussi sur le plan global que vous avez, parce que ce n'est pas seulement Calais, c'est Kinshasa. Chaque fois que la rivière Makelele connaît des crues, à Bandal, il y a des populations inondées et dans d'autres abords de la ville de province de Kinshasa. Merci de vous associer à cet exercice. Je voudrais donc vous passer la parole pour que vous puissiez planter les décors de notre échange de ce soir avec les médias qui sont mobilisés. Merci, Monsieur le ministre d'État, et donc vous avez la parole. Merci, cher collègue Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et porte-parole de notre gouvernement. Avant toute chose, je tiens d'abord à joindre ma voix à celle du président de la République, chef de l'État, pour souhaiter
Mes condoléances à toutes les familles éprouvées. Mais au-delà de ces condoléances, le gouvernement n'a pas croisé les bras, et nous avions déjà commencé à travailler dans une approche d'anticipation sur les questions d'aménagement du territoire. Beaucoup ne connaissent pas trop bien c'est quoi l'aménagement du territoire. Ça paraît un concept un peu nouveau parce que le ministère que nous avons le privilège d'assurer la coordination aujourd'hui a été de façon historique une direction au sein d'un certain nombre de ministères classiques existants. Ce qui fait que ce n'est pas tellement évident de s'affirmer comme service public à part entier dans l'échiquier national. Alors, l'action de l'aménagement, c'est de la manière de disposer les personnes de façon harmonieuse, de répartir les activités, de doter les pays des équipements, mais tout ça dans une approche prospective pour éviter la problématique des superpositions des titres, la problématique des inégalités de répartition des équipements sur l'ensemble du territoire, la problématique des conflits sur l'ensemble du territoire. Et pour ce faire, comme vous l'avez si bien dit, nous avons connu dans notre pays un vide en termes de ce qu'on appelle les outils de planification spatiale. Il y a eu quelques tentatives. En 1967, il y a eu un schéma qui était initié. En 1982, ensuite en 2004, il y a eu un schéma qui était pris, mais ce n'était pas en soi un meilleur outil qui intégrait toute la problématique. C'est pour cela, avec l'avènement de la Constitution de 2006, tel que complété et modifié à ce jour en 2011, donc, on a déclenché un processus de réforme de l'aménagement du territoire, c'était en 2015, ce qui a permis à ce que, avec l'appui de certains partenaires extérieurs et avec l'effort du gouvernement, à ce que nous puissions nous lancer dans un processus de doter le pays de ce qu'on appelle les outils de planification spatiale, dont le premier c'est la PNAT, la politique nationale de l'aménagement du territoire, qui a été adoptée le 20 juillet 2020. Cette politique qui n'est rien d'autre qu'un instrument d'orientation de politique publique dans le secteur de l'aménagement du territoire à l'horizon 2050. En fait, c'est nos 2 345 410 km². Qu'est-ce qu'on en fait? Évidemment, en tenant compte de l'évolution démographique, mais qu'est-ce qui doit être le Congo d'ici 2050? C'est cet outil de politique nationale d'aménagement du territoire que nous avons eu le privilège de vulgariser dans 14 provinces de la République, où je me suis rendu moi-même dans certaines provinces. Le deuxième outil de planification spatiale, parce que c'est important qu'on comprenne tous le concept de l'aménagement du territoire, avant qu'on revienne dans les cas pratiques de ce qui s'est passé dans le groupement de Mbinga-Sid, principalement dans les villages de Bouchouchou et de Nyamukoubi, dans le site Kivu, à Calais donc. Le deuxième outil, c'est la loi. Vous avez parlé, j'ai eu le privilège, le 26 octobre de l'année passée, d'aller présenter l'économie générale, parce que c'est un projet de loi, mieux, c'est une initiative législative qui émane du gouvernement. Ça a été adopté en Conseil des ministres, ensuite ça a été transmis à l'Assemblée, je suis parti le 26. Je présentais l'économie de ce texte qui est innovant. C'est le gouvernement, il faut le dire, c'est notre gouvernement qui a poussé pour que nous puissions combler ces vides juridiques, parce que l'aménagement jusque-là a été régi par une ordonnance, un décret, pardon, de 1957 sur l'urbanisme, qui n'était pas assez en termes de cadre légal pour réglementer le secteur de l'aménagement du territoire. Et la loi a été envoyée en commission pour une étude approfondie. La commission est revenue pour faire l'économie du texte, mais les honorables députés avaient estimé qu'il fallait qu'on vide la question de la constitutionnalité de cette loi sur l'aménagement. C'est ce qui a fait à ce que la Cour constitutionnelle ait été saisie par le bureau de l'Assemblée nationale et par le RCONS 1884. C'est au mois de mars ici même que la Cour constitutionnelle a rendu l'arrêt pour déclarer conforme à la Constitution la loi sur l'aménagement du territoire, conformément à l'article 203.16 de la Constitution de notre pays. Et donc, on a renvoyé, et c'est hier que la commission est revenue, parce que dans les coutumes parlementaires, quand il y avait eu ce préalable, ça a été vidé, il fallait que la commission revienne pour continuer à faire l'économie des rapports de la commission, et à l'unanimité, l'Assemblée nationale a adopté ce texte. Nous attendons donc le vote qui va intervenir, parce qu'on a demandé aux honorables députés de faire des inputs. Et je dois insister que ce processus de l'adoption de cette loi a été très participatif et inclusif, parce que toutes les ONG qui s'occupent des questions environnementales étaient mis en concurrence à profit pour qu'on puisse avoir un texte qui soit le plus acceptable possible
aujourd'hui et dans le futur. Le troisième outil de planification spatiale que notre gouvernement, votre gouvernement, pour nos téléspectateurs qui nous suivent, la population congolaise, c'est ce qu'on appelle les guides méthodologiques. Parce qu'au-delà du schéma national d'aménagement du territoire, qui est le plan pour l'ensemble du territoire, en termes de la répartition des activités, en termes des dotations des équipements, chaque province, ainsi que les ETD sont les entités territoriales décentralisées, doivent aussi se doter, elles, de ce qu'on appelle les plans provinciaux d'aménagement du territoire et des plans locaux d'aménagement du territoire. Mais ces plans, ça ne s'élabore pas n'importe comment. Ça s'élabore sur base d'un outil qu'on appelle les guides méthodologiques. Et à ce jour, j'ai donc le privilège d'annoncer que ça a été adopté. Moi-même, j'avais présidé cet atelier qui portait sur la validation de ces guides méthodologiques. Et donc, dans les jours à venir, toutes nos 26 provinces, il y en a quelques-unes qui sont déjà dotées des plans provinciaux, dont la ville-province de Kinshasa dispose de ce qu'on appelle le SOSAC, qui est le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération de Kinshasa, qui est en soi un plan provincial d'aménagement qui a même été sanctionné par un édit de l'Assemblée provinciale. Et donc, cet outil de planification pour ce qui est de la ville est déjà opposable à tout le monde, ce qui n'est pas encore le cas parce que, vous comprendrez plus tard, nous allons y revenir dans les débats, même si la ville-province de Kinshasa est dotée de SOSAC, mais les gens construisent n'importe comment. Donc nous allons y revenir parce que la loi va venir régler cette problématique parce qu'elle a sorti la mauvaise utilisation, la mauvaise affectation des terres à des sanctions non seulement pénales, mais également administratives. Et voilà donc ces outils qui aujourd'hui, nous pouvons vous dire en toute humilité que le gouvernement de la République a doté le pays, ce qui va permettre à ce que, pour revenir un peu à ce qui s'est passé à Calais, d'après les hypothèses que nous avons eues, je parle des hypothèses, ce n'est pas encore confirmé parce qu'il faut qu'il y ait des experts. Le gouvernement a dépêché nos collègues qui sont partis là-bas, mais il faut aussi envoyer des experts en la matière. Mais les quelques informations que nous avons eues, je le dis bien, dans les conditionnels, je ne suis pas venu ici pour faire état de la situation, il y aura une équipe qui va y... Mais il est dit qu'il y a 3 rivières qui se déversent sur le lac Kivu. Ces rivières sont, il y a Lukungila, Kanyunyi et Nyamukubi. Ces 3 rivières, en se déversant sur le lac Kivu, avec les dérèglements climatiques, il y a eu l'augmentation des quantités d'eau dans le lac. Ce qui fait que les constructions, nos populations, ils ont construit sur le lit majeur du lac Kivu. Évidemment, ils vivent des activités champêtres, ils doivent cultiver les champs. Aussi, ils coupent aussi le bois parce qu'il faut trouver de l'énergie pour cuisiner, ainsi de suite. Ces 2 activités de l'utilisation de l'espace physique a créé une fragilité sur la terre ferme. Ce qui fait qu'avec la quantité d'eau qui a augmenté, cela a créé à ce qu'il y ait de boue qui puisse se déverser sur la rivière et ça a créé ce que ça a créé. D'où l'importance de l'observance des outils de planification spatiale, comme j'ai énuméré. Et la province du Sud Kivu dispose de ce qu'on appelle le plan urbain d'aménagement du territoire. S'il n'y a pas cette conscience collective, pour dire qu'on ne peut pas construire n'importe comment, la construction, l'érection de construction, les affectations de terres doivent obéir à une logique, à une réglementation. Ce sont ces outils que j'ai parlé et le gouvernement s'y attelle pour que notre population puisse vivre paisiblement et que notre pays puisse réellement connaître, comme j'ai dit, à l'horizon 2050, un territoire qui est très bien aménagé. Et au-delà de ça, vous savez que notre pays, la République démocratique du Congo, a connu une politique d'aménagement qui était extravertie. Ça veut dire qu'on s'est préoccupé de l'évacuation des produits. Les caoutchoucs qui étaient produits, les cafés, les cacao. C'est comme ça que vous voyez que les grandes agglomérations se retrouvent sur les frontières, dans les bornes. Et à l'intérieur du pays, c'est rare de trouver un Congolais qui quitte Kinshasa, qui va à Katakokombe, qui quitte Katakokombe, qui va à Kolwezi, parce qu'il n'y a pas de voies de communication qui permettent à ce que, dans une approche intravertie, qu'il y ait cette fluidité de circulation des populations sur l'ensemble du territoire national. Et aussi les déficits des infrastructures structurantes. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de construire pour construire, il ne s'agit pas seulement de doter le pays des infrastructures qu'il faut doter, mais ces infrastructures doivent être structurantes
intégratrice. Et c'est le travail que fait aujourd'hui le gouvernement de la République à travers le ministère de l'aménagement du territoire qui, comme vous pouvez le constater, c'est un ministère transversal. Et au regard même de l'ordonnance portant fixation des attributions des ministères, notre dernière attribution nous donne le droit de faire de la planification, de la conception, de la construction, aménagement des nouvelles villes ou des villes existantes, mais cela en collaboration avec les autres secteurs, dont le ministère des Transports. Ne vous soyez pas étonnés de nous voir être associés aux projets qui sont liés au ministère des Transports, notamment les constructions des aéroports, parce que toute utilisation de l'espace physique de notre pays concerne et au plus haut point l'aménagement du territoire. Parce que le mauvais usage est à la base des éboulements, est à la base des phénomènes des érosions, tout ce qu'on constate comme érosion, comme éboulement, parce que c'est vrai qu'Alé, c'est un phénomène, c'est une situation malheureuse qui vient de se produire, mais nous en avons connu très récemment, au mois de décembre, ici même dans la ville province de Kinshasa. Et quand nous sommes descendus, on a constaté que la population avait construit sur des égouts. On a même bouché, ce qui a fait que l'eau, cherchant les moyens d'évacuation, a fait à ce que nous connaissions toutes ces catastrophes. Voilà un peu, cher Patrick, chers collègues, nous voulions nous livrer à cet exercice pour montrer évidemment l'importance de l'aménagement du territoire, parce que les catastrophes naturelles, ce sont des phénomènes insurmontables, c'est ce qu'on appelle en droit des cas de force majeure, nous en connaîtrons, mais le plus important, c'est que comment nous nous y attelons comme gouvernement, et je vous expliquer comment nous nous préparons à toutes ces éventualités pour que notre population soit préservée, même s'il y aurait toutes ces catastrophes naturelles, mais le plus important, quelle est l'approche anticipative, d'où ces outils que nous nous efforçons à doter notre pays pour éviter ce genre de situations dans le futur. Voilà un peu en quelques mots, Patrick. Je vous remercie, Monsieur le ministre d'État, pour la clarté de vos propos. Je tiens à rappeler ce que vous aviez dit ici au conditionnel, parce que sur ce qui s'est passé à Calais, le gouvernement, avec le gouvernement provincial, nous travaillons d'abord à gérer les plus urgents, c'est d'enterrer le mort, de rechercher les disparus, de voir comment reloger les populations. Mais il y a évidemment un travail global qui se fera avec une commission pour identifier dans les détails les raisons qui ont conduit. Nous savons qu'il y a eu des inondations, mais il y a eu des facteurs terrestres, dirais-je, qui ont facilité un certain nombre de choses. Nous devons être en mesure d'étudier cela, non pas seulement pour prévenir ce qui s'est passé à Calais, mais pour que cela se fasse sur le plan global, sur l'étendue du territoire national, parce que nous avons autant de rivières, nous avons autant, malheureusement, des constructions anarchiques qui mériteraient, en tout cas dans les jours qui viennent, d'être détruites, y compris pour protéger nos vies. Voilà un peu, Monsieur le ministre d'État, les résumés que je voudrais, les petits commentaires que je voulais faire sur vos propos qui ont été clairs. Nous voulons donner la parole aux journalistes pour que nous puissions être en mesure de donner un peu plus de détails sur la stratégie que vous avez présentée. Nous allons commencer par Dominique Mukenza. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Ma question s'adresse au ministre d'État. Il a dit que la loi sur l'aménagement du territoire venait d'être adoptée par l'Assemblée nationale. Peut-on connaître les principales dispositions et comment sont-elles mises en œuvre pour atteindre les objectifs assignés à la politique nationale de l'aménagement du territoire? Évidemment, comme je l'ai bien dit, la loi a été déclarée recevable. Le vote en soi va intervenir au cours d'une plénière subséquente qui va être programmée parce qu'il a été donné aux honorables députés 48 heures pour verser des amendements que peut-être la commission technique de l'Assemblée nationale n'avait pas intégré. Donc il y a encore une étape à franchir, c'est important que ça soit souligné. Alors, que va nous amener cette loi? Vous-même peut-être, dans votre quartier, vous êtes victime aujourd'hui, vous avez une construction basse et quelqu'un vient construire R+2, R+3, R+4 en violant votre intimité. Vous allez me dire, mais écoute, il va vous produire une autorisation de bâtir. Oui, l'autorisation de bâtir, c'est délivré par les services de l'État, bien sûr. Mais cette loi, sa particularité, comme je dis, c'est que nous avons connu un vide juridique pendant 67 ans, avec le décret de 57. Cette loi est assortie des sanctions sur le plan pénal et des sanctions administratives. La sanction administrative va au-delà, y compris les gens qui ont posé des actes qui ne rentrent pas dans le cadre de l'affectation de l'espace physique de notre pays. C'est-à-dire?
C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle des actes où vous allez aller au-delà de vos compétences. J'ai parlé aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure, la ville-province de Kinshasa dispose de SOSAC. Mais vous allez aller voir, si vous posez... SOSAC, c'est le service Non, déchargé. c'est le plan provincial d'aménagement du territoire. D'accord. Voilà. C'est SOSAC aujourd'hui a été validé par NEDI, l'Assemblée provinciale. Mais vous allez sur le terrain. Moi je dis, parce qu'il faut qu'on ait des cas pratiques. Ici, vous dépassez l'hôtel diplomate. Oui. Il y a des personnes qui ont construit à côté de la rivière Makelele. Simplement parce qu'il a recouru à un architecte, des Congolais très brillants, il faut dire, hein, nous avons des meilleurs architectes au monde, il faut le souligner. Il lui a élaboré un plan architectural. Il lui a dit, ben, je veux une maison pour moi, je veux que ma chambre, ma femme ait une grande suite pour ses soins. Et on dessine, on lui paye ses frais. Ce dernier va aller à l'autorisation de bâtir, il dépose le plan architectural. Mais la commission qui siège lui délivre l'autorisation de bâtir. Mais cette construction qui va venir, qui va être érigée, obéit à quelle affectation de l'espace? Parce que je vous ai dit ici, c'est la manière de répartir de façon harmonieuse. Donc vous prenez votre architecte, l'autre prend son architecte. Chacun va aller avec son architecte. À sa manière. À sa manière. Et on se retrouve dans une cacophonie, dans un désordre en termes de l'utilisation de l'espace physique. Alors, la loi va venir réglementer parce que nous avons, et ça c'est parmi les innovations que nous avons, le gouvernement des Warriors, il faut le dire, nous avons pu doter le ministère de l'aménagement du territoire de certains établissements publics qui n'existaient pas avant. Donc, il y a la NAT, l'Agence nationale d'aménagement du territoire, il y a le FONAT, le Fonds national d'aménagement du territoire, et nous avons aussi ce qu'on appelle l'ONAT, qui est l'Observatoire national d'aménagement du territoire. En fait, qui est constitué des OPJ à compétences restreintes. Ils vont prêter serment devant le procureur de la République. Ces derniers vont constituer des brigades. Leur rôle et travail sera de commencer à aller sur le terrain, parce que je vous ai dit qu'il y a une planification en amont. La planification peut dire, ok, sur base de la politique nationale, cet espace est affecté aux activités agricoles. Ça, c'est l'aménagement qui détermine en amont. Cet espace est affecté à l'utilisation minière. Ça veut dire que même si, là où on a affecté pour les usages résidentiels, même si on trouve un filon d'or là-bas, des gisements importants, on ne peut pas faire une exploitation minière dans cet endroit-là. Je reviens moi-même récemment de la province de l'Oualaba, j'étais à Kolwezi, où c'est une zone minière, mais il y a des constructions qui sont érigées. Ce qui fait à ce que vous pouvez vous retrouver, vous êtes en train de creuser pour faire la fondation. Et vous trouvez du cuivre. Ah voilà. Comme chez ma tante. Exactement. Alors, vous savez, la loi, quand elle vient, elle est impersonnelle. Vous savez, le principe de la loi, elle est toujours impersonnelle. Elle n'est pas faite, taillée sur mesure pour des règlements de comptes. Nous allons d'abord vulgariser. Et c'est ça même l'occasion, je remercie mon collègue Patrick, pour commencer déjà à préparer la population. Parce que les gouvernements, et ça a été décidé, c'est pour cela qu'il y aura la loi, on ne va plus utiliser de manière abusive l'espace physique de la République démocratique du Congo. C'est fini. Vous allez encore avancer pour dire, mais attendez, nous avons un arsenal juridique ici, il y a autant de lois, mais qui l'applique? Oui, c'est bien. Mais moi, en ce qui me concerne dans mon secteur, du moins, vous savez que le gouvernement a été installé sur base d'un programme. Nous avons reçu mandat du Parlement, parce que l'aménagement, c'est le pilier 4 du programme du gouvernement. Nous devons nous y atteler pour que la politique de l'aménagement puisse s'appliquer. Et donc, les sanctions pénales, il y a des amendes, il y a les peines de servitude pénale. Au-delà des amendes, il y a aussi des sanctions de servitude pénale. Les gens qui vont faire la prison simplement parce que vous n'avez pas utilisé, comme il se doit, l'espace physique de notre pays. Tous les autres problèmes, des conflits ici entre les tribus, les gens se disputent les terres. Ce sont des problèmes de l'aménagement du territoire. Parce qu'on n'a pas si, non seulement répartir les personnes comme il se doit, mais aussi on a un problème des inégalités en termes des équipements. Vous avez des provinces qui ont beaucoup plus d'infrastructures que les autres. C'est pour cela qu'il y a même la caisse de péréquation pour régler la problématique de ces inégalités. C'est-à-dire que si on trouve une infrastructure aéroportuaire dans telle province, telle autre province doit en avoir parce que c'est en termes de l'équité sur le plan national. Et tout ça, ça relève de l'aménagement du territoire. Il y aura tout un chapitre
je crois que je vais encore revenir et je sollicite déjà un Mais deuxième round de débriefing parce que je dois vraiment parler de cette loi sur l'aménagement du territoire qui est une grande innovation pour notre pays parce que désormais, ça je préfère vous dire, dès que la loi, parce que c'est une loi législative, quand elle va être promulguée par les chefs de l'État, chers amis, chers compatriotes, rassurez-vous que votre gouvernement, on a parlé de 67 ans, en tout cas, du moins pour ce qui concerne notre gouvernement, il faut que nous amenions notre population à utiliser de manière correcte l'espace physique de notre pays pour nous éviter des éboulements, des érosions et tant d'autres catastrophes que vous connaissez qui est dit à la mauvaise utilisation de notre espace. Monsieur le ministre à l'État, il y a une phrase que j'ai dit souvent ici, on peut tout nous reprocher, mais on ne peut pas nous reprocher la volonté de faire différemment. Voilà. Alors, je pense qu'on peut avoir un exemple concret pour comprendre. Lorsqu'on parle d'aménagement, regardez les maisons de la commune de Lingwala ou de la Gombe. Elles ont presque toutes la même dimension en termes d'espace, presque toute la même architecture. Parce que justement, le fait qu'il y ait ces types de construction partout, comme dans des camps, c'est pour éviter des conflits. Parce que l'autre, lorsqu'il a une maison plus élevée, ça fait déjà un conflit. Il me regarde chez moi lorsque j'organise une fête. Et donc, on organise l'espace public pour assurer la préservation notamment de la paix sociale ou du climat sain. Alors, il y a des espaces qui sont dédiés. Ici, il dit, ici, on ne peut pas construire parce qu'il y a un terrain de foot. Ici, on ne peut pas construire parce que c'est destiné à un usage de jardin ou d'un espace de jeu pour les enfants. Mais regardez ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est que nous tous, on a fait, même les terrains de foot sont spoliés, les espaces qui pouvaient servir de jardin pour aérer la ville sont spoliés, nous voulons construire partout et nous créons nous-mêmes des conflits et des conditions de problèmes que nous déplorons un peu plus tard. Et donc il y a, Monsieur le ministre d'État, vous pouvez compter sur nous pour faire la pédagogie de ce que la loi aura décidé, parce que vous les juristes vous dites, nul n'est censé ignorer la loi. Alors on va prendre la question de Gilbert Fundi. Merci. Juste une question pour le Mineta. Excellence, à droite, nous avons l'aménagement du territoire. À gauche, nous avons Calais. Qu'est-ce que nous pouvons voir à l'idée, la mission que vous avez dans votre ministère en rapport avec de tels événements? Et quels sont les projets d'avenir, c'est-à-dire quelles sont les mesures prises en rapport des mêmes catastrophes qui pourront nous surprendre dans l'avenir? Merci. D'un côté l'aménagement, de l'autre Calais. Nous avons un rôle de prévention, un rôle d'anticipation. Anticiper pour nous, c'est que la province de Sud Kivu doit se doter de ce qu'on appelle le plan provincial d'aménagement du territoire et des plans locaux d'aménagement du territoire. Ça, c'est l'extrême urgence et c'est un exercice qui doit se faire sur l'ensemble du territoire national. Il faut qu'on puisse finaliser ça. Et ça, comme je vous ai dit, ça a déjà commencé. La ville province de Kinshasa, on en a. On est en train d'aller parce qu'on ne pouvait pas élaborer ces plans provinciaux sans les guides méthodologiques qui venaient d'être validés. Une fois que ces entités vont disposer de ces outils de planification spatiale, cela va se répercuter, non seulement avec la loi qui va arriver pour accompagner, parce que vous savez, le secteur de l'aménagement jusque-là était régi par un acte réglementaire. Il n'y avait que l'ordonnance du chef de l'État fixant les attributions du ministère de l'aménagement du territoire. Les autres sectoriels, ils sont régis par des lois et à chaque fois, dans le cadre de la pyramide juridique, la valeur en termes de normative de notre secteur était inférieure. Donc là, avec la loi, on va avoir un cadre légal. Ensuite, nous allons avoir aussi le cadre institutionnel, parce que vous savez, l'aménagement comme secteur transversal. Nous allons maintenant aller nous brancher avec les autres sectoriels pour dire, OK, la province décide Kivu. Comment va s'organiser les affectations d'occupation des terres? C'est ça le problème. Et ces affectations doivent se faire sur base du plan provincial d'aménagement du territoire. Donc il faut qu'on accélère. Pour que nos populations savent où il faut construire, là où il ne faut pas construire. C'est très important. Et même la population qui doit être aux côtés des lits, des lacs, il y a des normes en termes d'occupation spatiale qu'il faut observer. Et donc c'est un travail que nous avons déjà commencé, comme j'ai dit. Il ne faut pas qu'on nous dise c'est parce qu'il y a une catastrophe, les gens s'empressent un peu à... Non, non. Le gouvernement dans l'anticipation, on était déjà en train de travailler, mais maintenant on va intensifier pour que ce même travail qui se fait, non seulement au niveau du Sud Kivu, parce qu'il y a aujourd'hui par exemple la problématique de l'extension de la ville de Bukavu, qui est vraiment saturée, même aussi Kinshasa. Vous savez, Kinshasa, on n'occupe que 30%
de la superficie de Kinshasa. Nous tous, on est concentrés à Matongé, à Yolo. Sur 2500 km², voilà. Et dans une ville où il y a 10 000 km². Voilà. Et tout le monde est concentré. C'est comme, par exemple, chaque matin, tout le monde direction Gombe. Le soir, tout le monde direction Tchangou, Moamba, ainsi de suite. Donc, il y a tous ces problèmes-là, des problèmes spécifiques pour la pauvreté du Sud Kivu. Mais c'est aussi un problème récurrent sur l'ensemble du territoire. Et votre gouvernement, en tout cas, s'y attelle. Comme j'ai dit, j'insiste, il faut qu'on le dise aussi en insistant. Ça fait 67 ans que nous n'avions pas des outils de planification spatiale. On ne dit pas que ça n'a pas été fait. C'est une question de la continuité des affaires de l'État. Nous prenons ça sur nous. Nous y travaillons et nous avons déjà commencé à travailler. Et comme on s'était donné à l'horizon 2050, c'est ça d'ailleurs même l'horizon par rapport à la politique nationale d'aménagement du territoire, pour que nous disposions d'un territoire qui est bien aménagé, que la population circule librement, où ça fera plaisir d'aller à Muchacha. Les Congolais vont se déplacer librement à Kolé, à Dilolo, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tout le monde, je ne suis pas contre que les gens prennent les avions, partent à Dubaï, à Washington, à Paris, c'est bien. Ça devient même une fierté, un selfie, hein, une petite vidéo sur TikTok. Mais pourquoi pas que demain, les Congolais fassent un TikTok. À Bouta. À Bouta, voilà, par exemple. C'est possible. Et c'est dans ça que votre gouvernement travaille pour rendre notre territoire le plus attractif possible. Et que les Congolais se sentent heureux d'être chez eux. Un beau pays avec une belle biodiversité, avec la forêt, avec des fleuves, avec des lacs, mais qu'on n'en profite pas assez, alors que nous pouvons nous profiter. Et c'est le travail que votre gouvernement fait d'aménagement du territoire, dont je vous ai étalé les 4 outils extrêmement importants qui vont rendre notre territoire beau comme ailleurs. Il ne suffit pas seulement d'envier ailleurs, nous allons aussi commencer à envier. Et c'est le grand travail, la grande vision de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons réussi, en tout cas, dans notre secteur, des instructions claires là-dessus et nous y travaillons. Alors, il y a beaucoup de questions, Monsieur le ministre d'État. On va essayer de gérer les temps, donc on va essayer d'être un peu moins lent, comme on a pris rendez-vous pour un deuxième round. Absolument. J'espère que ce jour-là, vous serez bien bombé. Mais je vois que le sujet est un peu intéressant. Et donc, les sujets très intéressants. On va prendre la question de Faustin Kodiassala. Merci, Excellence. J'ai juste deux questions. Une question générique, une question spécifique. La question générique, Excellence, bien avant, vous parlez tout à l'heure de l'adoption de la loi sur l'aménagement du territoire. Mais avant ça, vous avez déjà multiplié des créations au niveau de votre ministère. Vous avez créé une agence nationale d'aménagement du territoire. Vous avez encore créé un fonds national d'aménagement du territoire. Et on apprend même qu'il y a encore une cellule qui est en gestation au niveau de votre ministère, toujours en matière d'aménagement du territoire. À quoi servent toutes ces organisations? Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait télescopage alors que la loi n'est pas encore formellement adoptée? Ça, c'est la question générique. La question spécifique, on vous connaît, vous êtes ministre d'État en matière d'aménagement du territoire. Au-delà de ça, vous êtes à la tête d'une fondation qui est très active, dont je ne cite pas le nom évidemment, mais qui se distingue aussi dans les travaux d'intérêt communautaire comme les travaux d'aménagement du territoire. Est-ce que quelque part vous ne craignez pas qu'il y ait un conflit d'intérêt par rapport à votre statut de ministre? Alors, je vais d'abord répondre à la question spécifique par rapport aux établissements qui sont sous notre tutelle. Ces établissements ont été créés sur base d'un besoin de la réforme. La réforme de l'aménagement, comme je l'ai expliqué, qui a commencé en 2015, exigeait dans sa mise en œuvre que ce nouveau ministère, qui venait à peine d'exister, puisse se doter de bras séquiliers pour mettre en œuvre les orientations en termes de politique publique dans le secteur de l'aménagement du territoire. Et si vous lisez bien les décrets de ces deux établissements, dont la NAT et le FONAT, et le décret numéro 08 et le décret numéro 09 du 30 décembre 2021, c'est clairement dit l'objet, le pourquoi de la création de ces établissements. Donc c'est venu combler un besoin. Il y avait le besoin de financement de l'aménagement du territoire. Vous savez, vous pouvez aller regarder, vous êtes journaliste, dans la loi de finances des exercices passés, l'aménagement du territoire n'est pas repris parmi les services générateurs de recettes publiques. Non. J'ai trouvé le budget, vous savez, la loi de finances, elle est publique, ce n'est pas un secret. Avec les FONAT, les Fonds nationaux d'aménagement du territoire, ça va permettre à ce que les secteurs de l'aménagement puissent s'autofinancer. Parce que tout ce que j'ai essayé d'avancer ici en termes d'actions, ces actions qui se déclinent
en termes de mission, par rapport aux politiques publiques, nécessite des financements. Et donc, FONAT a été créé pour ce fait. Il y a aussi l'ANAT, l'Agence nationale d'aménagement du territoire, qui est en train même d'organiser toute une école de l'aménagement du territoire. Vous savez, dans notre pays, on néglige beaucoup, que ce soit les corps des urbanistes, des aménageurs, sont des secteurs clés pour une cohérence dans la gouvernance territoriale. Et donc, pour vous rassurer, ces établissements ont été créés pour répondre aux besoins de la réforme et les missions qu'on leur a assignées, conformément au décret portant leur attribution, sont vraiment des missions qui rentrent dans le cadre du programme du gouvernement et des politiques publiques dans le secteur de l'aménagement du territoire. Maintenant, par rapport à la deuxième question, je ne malheureusement pas à répondre à ça parce que je ne suis pas le responsable de la fondation. Je ne suis pas là pour parler de la fondation. Je suis là pour parler de la ministère de l'aménagement du territoire. Et donc cette question devrait être orientée aux responsables de la fondation dont vous avez fait allusion. Et c'est inapproprié pour moi, ministre d'État, de parler des structures privées en plein exercice de mes fonctions, malheureusement. Voilà, on va prendre la question de Pascal Moulégois. Monsieur le ministre, que répondez-vous à la société civile du territoire de Calais qui dénonce en fait l'arrivée tardive des secours aussi qui sont impuissants? Les cas par exemple d'hier, il y a 2 nourrissons qui ont été retrouvés flottant sur le lac Kivu 6 jours après les drames. Comment faites-vous pour vous assurer que parmi les disparus, qu'ils soient des centaines ou des milliers, qu'il y a encore des survivants? Ou bien pouvez-vous aujourd'hui nous dire si la délégation partie de Kinshasa est partie à Calais, par exemple, avec quel engin pour essayer de tirer les corps de décombres? Bon, écoutez, d'abord, il faut savoir qu'en face d'une telle situation, nous devons tous être unis. Parce que fort malheureusement, nous, on le remarque comme gouvernement, toute la pression revient sur nous, mais parfois, lorsque cette pression revient, nous la comprenons, mais il faut regarder la situation générale du pays, le contexte dans lequel nous évoluons. Je ne voudrais pas revenir sur ce que mon collègue a dit tout à l'heure, parce qu'il faut regarder les causes dans sa globalité, parce que nous vivons dans une période où il y a véritablement un dérèglement climatique qui est vécu partout. Et ces dérèglements, vous ne savez toujours pas le prévenir. Le problème, ce n'est pas la survenance de catastrophes, parce que vous ne pouvez pas, dans l'absolu, être à l'abri. Ça se passe même, les États-Unis ou les grands pays du monde peuvent être touchés. On n'est jamais totalement prêt pour faire face à une catastrophe. Lorsque cela est arrivé, très rapidement, le gouverneur Théo Kassi, le jour suivant, nous avons parlé, il était 6 heures du matin à l'heure de Kinshasa, 7 heures, il était sur le bateau, il s'est rendu sur place. Et depuis, nous suivons la situation heure par heure. Lorsqu'il arrive sur place, il constate, évidemment, on essaye de pallier au plus urgent, parce que vous avez parlé du nombre de jours, vous avez parlé des 6 jours. C'est une belle histoire de voir qu'il y a des enfants qui ont survécu après autant de jours, ça relève de miracles. Et pour ça, on doit glorifier les seigneurs. J'ai vu la photo du père de l'enfant. Et lorsque le gouverneur arrive sur place, les plus urgents, c'est de s'assurer que nous limitons les dégâts. Vous arrivez, le premier bilan que nous vous avons donné, en toute transparence, disait il y a 176 morts. Aujourd'hui, nous sommes à 438, nous sommes venus les dire. Donc il faut considérer qu'il n'y a aucune volonté de la part du gouvernement de maquiller un quelconque chiffre. La société civile, au contraire, elle, doit contribuer aux côtés du gouvernement provincial et national à comment nous réglons les problèmes les plus urgents. Je le disais lundi, nous étions choqués, nous tous, lorsqu'on a vu les images de ces enterrements. Mais ceux qui ont procédé à ces enterrements, c'est des experts de la Croix-Rouge. C'est des experts de la division provinciale de la santé qui ont estimé que dans une zone où on n'a pas de morgue, dans une zone où on n'a pas une fabrique de cercueils suivant le nombre de victimes, pour faire vite, on devait procéder aux méthodes qui sont convenues. Je ne suis pas spécialiste, il y a des sacs mortuaires qui ont été utilisés pour s'assurer que les dépouilles ne sont pas en condition de
d'affecter ou la putréfaction pouvait être en mesure de générer d'autres drames pour éviter des épidémies. Et donc, nous comprenons qu'il y ait un sentiment de colère par rapport à comment cela a été fait, mais pour parer au plus pressé et pour s'assurer qu'on a préservé les populations qui sont survécues d'éventuelles épidémies, cela devait être fait de cette manière. Et aujourd'hui, il y a une commission qui travaille sur place, et d'ailleurs dans les prochains jours, il n'est pas exclu qu'une autre délégation gouvernementale retourne sur place parce que les conséquences ne pourront pas être gérées dans le 3, 48 heures, 72 heures, etc. Il y a une commission qui a été mise en place. Et je me souviens qu'au dernier briefing, je vous ai fait les détails des dégâts sur les écoles, sur les marchés, sur les maisons, sur les églises. Et donc aujourd'hui, il y a une commission qui a été mise en place. Le souhait pour nous, ce n'est pas que la société civile vienne blâmer ou qu'on aille en contradiction avec elle. Les souhaits, c'est justement de travailler avec la société civile dans le cadre de cette commission mise en place pour être en mesure, sur base de témoignages qui seront donnés, sur base des éléments récoltés, d'avoir une évaluation chiffrée. Et en ce moment-là, nous viendrons vous dire, voilà, officiellement, il y a eu ça, parce que personne ne peut vous dire avec certitude le nombre des disparus au regard de l'état de la situation. Et donc ici, j'en appelle encore une nouvelle fois à un esprit de solidarité. Ce n'est pas le moment de chercher à blâmer tel ou tel autre, c'est le moment de nous mettre ensemble aux côtés du gouvernement provincial du Sud Kivu, nous tous, gouvernement central, pour être sûr que nous avons géré la question dans sa globalité. J'ai discuté avec les gouverneurs, il y a un besoin des tracteurs parce qu'il faut évacuer à peu près 600 mètres carrés des boues qui se sont entassés, donc il faut s'assurer que des tracteurs prennent les bateaux et que des tracteurs arrivent sur place. Mais tout ça, c'est une logistique qui est gigantesque, qui doit être mise en place et nous travaillons justement à trouver des solutions. Je pense ici que la bonne attitude pour tout le monde, c'est d'observer une attitude de compassion, de soutien et de solidarité pour que nous puissions être en mesure très vite de soulager les populations qui sont touchées. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on va les reloger vers l'aéroport de Luena. Quand ils y seront, il faut s'assurer que l'aéroport est aménagé, qu'ils ont les conditions sanitaires requises. Mais tout ça, c'est le travail que le gouvernement fait avec le gouvernement provincial. Il y a eu évidemment cet appui qui a été donné à chacune de familles. Je ne voudrais pas parler des chiffres, ce n'est pas nécessaire pour compenser la perte des êtres chers, mais c'est pour vous montrer que le gouvernement a réagi très rapidement. Et nous allons... Parce que le gouvernement, vous essayez quand même de rattraper un retard d'un demi-siècle quand vous parlez d'aménagement du territoire. Est-ce que votre stratégie va se limiter aux nouveaux aménagements ou bien à corriger ce que vous considérez comme des actes irréguliers? Parce que quand vous parlez de construction, ne se réveillez pas un matin et construire une maison. Est-ce que vous mesurez quand même la complexité de cette tâche où vous serez peut-être appelé demain ou après-demain à indemniser des gens avec des millions de dollars? La préoccupation que vous avez soulevée, elle est tout à fait pertinente, mais on ne va pas réinventer la roue. Il y a des nations, il y a des pays qui ont connu ces situations. On va s'y inspirer, mais il ne sera nullement question pour le gouvernement de créer des tensions sociales. Ce n'est pas le rôle du gouvernement de créer des problèmes. Le rôle du gouvernement, comme le serviteur de la population, c'est de résoudre les problèmes. Alors, allons-nous continuer à vivre avec des problèmes, c'est-à-dire des conflits de voisinage, les problèmes de superposition des droits? C'est une option qu'il faut lever. Ou bien nous disons que nous vivons avec nos problèmes jusqu'à ad aeternam, ou il faut les régler. Et quand il faut les régler, il y a un prix à payer. Et ce prix sera payé en toute conscience comme gouvernement, en tenant compte que nous sommes dans un pays qui est un état de droit, où nous avons des droits et des obligations. C'est dans cette corrélation, dans cet équilibre que nous allons de petit à petit, c'est vrai, 67 ans, comme vous avez dit, c'est plus un demi-siècle, mais nous savons, il y a toute une méthodologie qui est en place. Votre gouvernement est capable et totalement responsable. Sinon, on n'aurait pas été investi par l'Assemblée nationale. Nous avons été investis pour résoudre le problème des Congolais et particulièrement
dans les secteurs de l'environnement du territoire. Nous sommes très conscients de la problématique et nous allons y aller méthodiquement, de façon participative et inclusive. Alors, Pascal Moulegua, il faut savoir que malheureusement, nous ne pouvons pas nous prévaloir de nos propres turpitudes. Et que pendant de longues années, comme j'aime à le dire ici, de problèmes n'ont pas été résolus. Nous venons, nous n'avons pas la prétention, et d'ailleurs la durée qui est celle de notre mandat, ne nous permettra pas de régler de manière définitive les problèmes du pays. Mais ici, comme j'aime à le dire, nous plaçons les fondations. Et il faut considérer que pour les secteurs de l'aménagement, la fondation a été placée. Je vous donne un exemple de Kinshasa. Alors, pourquoi on parle de plan d'extension de la ville? Parce que si aujourd'hui nous disons on doit reconstruire la ville de Kinshasa et qu'on doit faire partir des gens qui habitent Lingwala, la commune de Kinshasa, mais vous n'allez pas compter les nombres de procès, vous n'allez pas compter le nombre de décès. Nous tous, nous savons comment nous tenons à ce qui nous appartient. Alors il faut faire de choix. Le gouvernement fera le choix de la délocalisation. Ceux qui voudront aller dans les nouvelles villes, ils iront. Et de manière progressive, on va le régler. Mais encore une fois, nous sommes désolés pour toutes ces maisons qui peuvent se retrouver dans des édifices, dans des endroits non édificandi, pour prévenir, on va casser. C'est aussi cela le job du gouvernement. Et nous pensons que nous tous, nous devons être en mesure de les comprendre parce que lorsqu'il y a des drames, vous avez parlé de la société civile en liminaire de vos propos, c'est les gouvernements qu'on blâme. Mais lorsque le gouvernement agit pour prévenir, parfois on ne l'applaudit pas, on le considère comme étant un corps méchant. Mon collègue l'a dit, nous sommes dans un État que nous voulons de droit et nous allons nous assurer que pour la préservation de la sécurité de la communauté, que cela s'efface. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions. On va terminer. Je vais quand même placer un mot. Allez-y, monsieur le ministre d'État. Pourquoi les gens préfèrent habiter dans les centres-villes? Parce qu'il y a les services sociaux de base. Il va avoir l'eau, il va avoir l'électricité, son enfant va aller à l'école, il peut aller acheter ce qu'il a envie. Donc dans ce processus de la relocalisation, on verra à ce que tous les services sociaux de base pour la viabilisation soient installés pour que la population, même si on vous amène loin de Matete, bon, comme un exemple, je ne dis pas qu'on va relocaliser les gens de Matete, mais si on vous amène dans ces endroits que vous vous sentiez dans une situation de vie normale. Voilà. Merci. Il y a plusieurs questions. On va terminer évidemment avec une question en lingala. On va prendre Paul Matendo. On va prendre Serge Tseka, on va prendre Romain Sumbula. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, vous avez parlé d'un plan présenté, qui est à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le plan pour... L'Assemblée nationale. Vous parlez de la loi ou du plan? Le plan d'aménagement de la ville de Kinshasa. SOSAC, oui. Alors, il y a aussi un autre plan qui a été proposé et présenté par les sénateurs de la ville de Kinshasa. Ces plans ont été présentés au Sénat. Je voulais savoir, ça s'appelait Master Plan, qui a été porté par le sénateur Didier Moumengi. Je voulais savoir si c'est le même plan ou bien il y a harmonisation entre les deux plans. L'autre petite question, est-ce qu'on peut avoir le coût global de ce plan de l'aménagement de la ville-province de Kinshasa? Le coût global. Merci beaucoup. Merci. Romain Sumbula. Monsieur le ministre d'État, je veux savoir si à ce moment précis, vous avez déjà pu identifier dans la ville de Kinshasa des sites qui ne répondent pas justement aux normes de l'aménagement du territoire. Et il y a des quartiers entiers, des gens qui ont construit des quartiers entiers. Qu'est-ce que vous en ferez? Serge Tseka. Merci pour la parole, monsieur le ministre. Je voudrais remercier le ministre pour cette loi qui arrive enfin. Je dis enfin parce qu'il y a eu, le ministre Mouyaya l'a soulevé, beaucoup de dégâts en cette matière. Mais vous êtes dans un secteur qui est transversal. Vous l'avez vous-même dit. Aujourd'hui, nous avons des quartiers à Kinshasa comme Yolo, Bandal, Matete, où il y avait une certaine discipline, c'est-à-dire qu'il y avait une loi qui régissait la manière de construire. Et on est tombé dans une certaine indiscipline. Qu'est-ce que vous disposez comme moyen aujourd'hui pour amener les autres services de l'État à respecter l'aménagement du territoire? Ça, c'est la première question. La deuxième, vous avez parlé de cette politique d'anticipation. En attendant l'adoption de la loi Loando, permettez-moi de l'appeler comme ça, mais nous avons le problème au niveau de la baie d'Engalima. On continue à construire. Il s'agit de Kinshasa.
Au moment où nous parlons ici, nous faisons ces briefings, et il y a des engins, il y a même... donc, on est en train de construire, disons, et on fait une pression sur le fleuve, et il y a des problèmes écologiques que nous connaissons, notamment dans la ville de Kinshasa. Ici, vers Sosimat, on a construit sur de câbles haute tension. Donc haute tension, on a des problèmes d'électricité, je ne prêche pour aucune chapelle, mais des constructions qui empêchent certaines entreprises de la Régie des eaux et la SNEL à fournir des services de base tels que attendus par la population. Est-ce que vous avez le moyen de résoudre ça dans cette politique d'anticipation, monsieur le ministre? Voilà, on va prendre Jules pour la question en lingala directement. Ouais, merci. Merci, monsieur le ministre de la Communication. Biscuit Kami Balé pour la Mineta. Yaliboso. Bisotan toyeba amike soki toyeko sukola na TCZ lelo ko mapen victoire mbula soki beti tozo le kapale du peuple SGA Zara côté nini SGA place batongi nani toyebi tembe soki mbula beti tozo le kaliboso ya palais du peuple nani ngo expliquer ngai ba loi c'est bien, pourquoi il y a inondation devant le palais du peuple? Robot roulage. Est-ce que vous n'avez pas construction anarchique? Expliquez la biso pour Mboula essaie de coller ce toni. Et essaie indi to banga biso to le kabo pour to le katé. Wana liboso. Tant ba noma ki o wa ki na projet moko revite. Et c'est là. On a problème. Voilà, Fabrice, rapidement pour terminer. Matoni mingi Thomas Patrick Mouyaya nazali juste naba mituna mibale non moko Zambie bana Congo démocratique ba mona ki délégation ya gouvernement ya République démocratique du Congo o ekitaki na ngambo ya wenze oyo bato bakufa ki ebele na Matadi Kibala boni misala nango lelo. Est-ce que eko salema pote ou bien eko salema te pambate Kinshasa ezali concentré kaka na commune moko, c'est-à-dire Gombe. Soki lelo catastrophe et beti na 12 heures tu perdre combien de Congolais yo en tant que patron mokonzi ya aménagement ya bobongisi nzinga ya bayi Congo démocratique mosala nini ozali ko sala Zambie bayimbo ko bazali na posa ya solution au lieu ya ba Mibeko ou tantôt et voilà la langue. Merci, on va aller vite. Par respect aux téléspectateurs qui doivent suivre surtout d'abord les informations sur la chaîne nationale. SOSAC, le plan qui a été proposé par les sénateurs de la ville-province de Kinshasa, conduit par l'honorable Didier Boumingi. Il ne faut pas confondre les choses. SOSAC, c'est un outil de planification qui a été élaboré conformément à des normes. Et ce plan a été validé, quand je vous ai dit qu'il y a tout un édit qui a validé pour le rendre opposable, comme plan provincial d'aménagement du territoire. Ce qui a été proposé, je ne connais pas en tout cas le contenu de ce plan qui a été proposé par les sénateurs de la ville-province de Kinshasa, et donc je me réserve de faire un commentaire là-dessus, mais retenez seulement que la ville-province de Kinshasa dispose d'un plan provincial d'aménagement du territoire. Et voilà, je crois que j'ai répondu à... Bon, là, il faut demander, il y avait tout un bureau qui a été recruté parce que ce plan, ça s'élabore sur base, d'abord, il y a des études préalables. Par exemple, pour ce qui est des schémas nationaux d'aménagement du territoire, il y a ce qu'on appelle l'audit du capital forestier, l'audit du potentiel agricole. C'est sur base de ces audits, qui sont des études préalables qu'on fait et qu'on va maintenant élaborer les schémas nationaux d'aménagement du territoire. Mais pour vous dire tout de suite les coûts, je ne peux pas me permettre, par respect pour vous-même et l'ensemble de la population qui nous suit, mais c'est public. On peut toujours vous communiquer toutes ces réponses-là. Ce que vous posez comme question, c'est la problématique de la cartographie. Hein? On a déjà fait une cartographie, c'est toute une étude, comme je dis, qui ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, Kinshasa avant et Kinshasa aujourd'hui n'est pas la même chose. Kinshasa a été construite pour 500 000 personnes, aujourd'hui on est à plus de 15 millions. Il y a un problème sérieux de pression démographique. Et donc ces zones à risque, il faut les appeler des zones à risque, mais simplement parce que nous sommes tous, hein, c'est très engorgé, c'est concentré. Donc ces zones à risque sont identifiées parce que l'utilisation de ces espaces n'obéit pas aux normes liées à l'utilisation de l'espace physique de notre pays. Alors, on a parlé de Bédengaliema. Oui, c'est vrai, c'est une question qui préoccupe au plus haut point même le chef du gouvernement, le Premier ministre, qui lui-même est d'ailleurs victime
de ces constructions de baies d'Engalema. Il y a une anecdote qu'il aime bien raconter que je ne peux pas malheureusement en parler ici. Mais le gouvernement s'y attelle sur cette question-là. Parce qu'elle est voisine de sa résidence officielle. Oui, de sa résidence officielle. Et que le gouvernement s'y attelle et des mesures idoines sont déjà prises. Et on préfère agir que de commencer à vous dire des choses ici. Mais soyez rassurés que c'est une question qui préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République. Et Ndeko Gilles, motuna na yo kisasa ekomi kodinda eza nini eza obele likambo ya kosalela mabele ya mboka soko olandi na bozindo eza na bato mosusu batonga likolo ya baegu bisika omai efayaki ekenda kosevakue mpo akende komibwaka na ebale okokuta fondation ebandi bobele wana oyo kosala te ntango mai ekoya olieleka ekangami. Toutes ces problématiques eyebani au niveau du ministère de l'aménagement du territoire. Et ça na parlé du PPT. Même le boulevard du 30 juillet Zindaka. Oyebi liboso ya banque moko privée to tanga kombote, tango mbule betaka e dindaka. C'est une question très sérieuse, le gouvernement la prend au sérieux. La ville province de Kinshasa, lorsqu'il pleut, c'est pas agréable. Pourquoi c'est pas agréable? Parce qu'il y a trop de constructions anarchiques. Parce que moto na moto, azali kotonga, nenge posa na ye, elingi. So dans la main, le menga na yo mo ebele, obi ba mo na penga ke na zape mo moto, fona tonga ndako étage. Ozo tonga ndako étage, ata esiko yo tsengeli te ko tonga ndako étage. Ndeli kambo tozana yango yango. Yango photo zonga na alima nenge tolobaka, to yebi kezali musala monene. Mais toza gouvernement te tokolemba te mokumba wana ya kozongisa bato na alima nde mosala tina oyo assemblée pe bino population bo investissaki à travers assemblée gouvernement na bino pe lobi tokozongela oyo tobengaka kin label toza na eliki pe gouvernement na bino ekosala ete ya solo kisasa ezonga kisasa oyo tobanda kobenga kin label mais tokozonga ka boete il y a un prix à payer pe prix yango j'espère que kosala pe bato musu pasi mais tolobi na approche moko participative et inclusive. C'est un choix à faire. Pe asuka makambo ya mitendi ya solo. Tata mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi moko akendeki ko kende kotala ndenge balobaka na lingala lo solo ntoko na ntoko makambo nini elekaki kuna na mitendi. Pe tango akomaki amonaki makambo ezali koleka kuna. Bato bakufaki population akufaki plus de 150 personnes pe apesaki ba instruction na chef de gouvernement pour total ndenge nini bisika wana oyo population azali na ba zone à risque biso moko pe na aménagement du territoire à travers ONAT to dirigeanta ki mission pona kotala nini esalaki ete tokoma na ba situation wana to yokuta kaka likambo ya kosalela mabe ya espace physique ya mboka to mesala en tout cas wana si photo lo bayango to mesani moi mabe mingi moi bizaleli mabe e koti mingi oyo ezali kosala ke ba conséquence nango ya ba érosion ba conséquence ya ba éboulement oyebi lelo cher Patrick quartier ya ba professeur na inikini ezali ko disparaître plateau de professeur ngai moko na kendaki kuna tala érosion ezo ko menacer site universitaire pona impote na likolo côté ya bambanzalemba likolo kuna bato batonga mabe mai alukaka esika akoleka soki bocheli esika akoleka te akobuka nyonso akokuta na nzela na ye donc conscience naza ko insister na conscience nationale toyeba kosalela mabele ya mboka esika oyo batie mpo na bilanga tokona bilanga okomona moto mosusu ake azwi contrat de location ou bien un bail amphithéotique ou bien un droit d'usage na affaire foncière olia akende kosala agricole akende kosala bilanga ya akomi kuna ake kotonga nde hôtel c'est le cas wana bakinkole awo bato baza na babail amphithéotique oyo babengi baconcession ordinaire soit amphithéose soit droit d'usage au lieu d'affecter espace wana na tino oyo bapesaki yo lokasa yo okei kuna otongi boîte otongi hôtel ekomi site touristique orespecte affectation ya usage ya mabele bapesaki yo te tala likambo aménagement azali kotelemela ndenge tolobaka na kisala tala likambo tozotelemela nde yango wana mpe mikolo ezali koya population bayeba te tokoloba d'abord tokosala d'abord campagne ya vulgarisation avant tobanda kosanctionner po ete bato nyonso bazonga na alima tobika mpe na territoire ezali mpe kosala elengi oyebi ntango tokende na bamboka bapaya oza kokita na avion
Yo mokomoni nenge mongoloto ya balabala. Na elengi. Mais pas na biso awa. Tango zo kita, oh! Mais le gouvernement Nabino est telemi ngbe. Nenge Patrick Alobaki, la fondation c'est koti. Pour que batonyo se bazonga na alima. Pour que to fanda, to kape lengi. Nenge ndeko jiliboe. Na yebi ke ba émission na yo, mokolo moko tamboli pe na tongo na mutuka. Ezate kaka ba avion te. Bisiko ba avion ko komate mutuka, ojupe mutuka. Obi okyo sala émission. J'aime bien cette okyo sala ngona na lukolela par exemple. Pourquoi pas? Lobby okyo sala ngona bolobo. Après qu'on a ça na hein na yakoma te bwende za malamu te Nadibaya pourquoi pas? Donc ezali musala oyo gouvernement ezali ko sala po ete bino nyonso boyoka elengi ya kofana na Congo ya kitoko oyo ezali poumon en termes ya poumon forestier, en termes ya bassin hydrographique fleuve Congo, enjeux mondiaux makambo etali réchauffement climatique, makambo ya ba tourbière Congo batotu bazolula ekoma mboka oyo eza ko sala elengi ya kofanda mboka ya ngai na yo, mboka ya Patrick Muyaya, mboka ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ezali mboka kitoko ebongi tofanda na ndenge elongo bani nde wana mosala ya ministère ya aménagement du territoire ngoloba ministère ya kobongisa mboka pe ya solo mosala wana tozwaki ba instruction pa ya tata mokonzi ya mboka à travers premier ministre na biso peuple congolais tokosala yango po ete botiaki biso esika tozali po ete ya solo tosala mosala wana pe mosala yango esili kobanda. Revite te revite omoni eboti mbuma na PDL 145 territoire omoni programme oyo ya monene ya kitoko ya développement à la base o tata mokonzi ya mboka a initié alobi tozongisa développement esika eutaki pe programme wana ba confier ki yango na ba agence à travers ministère ya plan mais biso nyonso kati ya comité ya pilotage nde makanisi ezongi po ete na village na biso na ba territoire ba école ezala ya malonga ba centre de santé ezala te ka ndenge ezalaki lobi ke moto azosala 300 km mpona kuta esika hôpital ezali gratuité eyaki faut kolobela epesi biso plus de 4 millions d'élèves supplémentaires bakoti na kati ya kelasi. Mais il fallait en même temps des infrastructures scolaires. Batongi pe ba école. Vous savez comment on a répartir mboka na biso na 3 zones. BCK Azum Susu, CFF Azum Susu, na PNUD. C'est quoi omoni babandi ko lakisa déjà na bilili na ba bozo mona ba école ya sika isili ko botama ba école tongami selon les normes. Tala mbuma petit na oyo revite pesi le revite il faut que le bango zali repensons à nos villes, villages et territoires. Je pense que yo moto au lobby kamboana aussi otongindako na mboka na bino. Et d'ailleurs, le Premier ministre tient un programme, chacun de nous doit avoir une maison dans le village. Monsieur le ministre d'État, merci beaucoup. C'était un bel exercice à la fois pour une meilleure compréhension de votre secteur, mais aussi pour l'apprentissage de quelques belles expressions en lingala originel. On espère que dans le deuxième round, nous aurons encore quelques bonnes pépites et que certaines phrases que vous n'avez pas dites en lingala, vous les direz en lingala, comme ça nous serons sûrs que votre lingala c'est vraiment le meilleur. Mais pour moi, le bien on a lingala. Voilà. Alors, avant de terminer cet exercice, parce que nous sommes dans une dynamique des refondations, comme nous l'avions dit tout à l'heure, dans le cadre de la salubrité médiatique, et comme cela a été annoncé, j'ai signé donc aujourd'hui 2 arrêtés ministériels portant sur les éditeurs de programmes admis à l'exploitation de la TNT dans la ville-province de Kinshasa et ceux qui sont admis comme diffuseurs publics. L'essentiel qu'il faut retenir, c'est qu'au départ, il y avait 262 chaînes de télévision, 103 dans la télévision numérique terrestre publique, 158 dans la TNT privée. Après travail, nous avons 107 chaînes qui sont éligibles à l'exploitation à la TNT, d'où les premiers arrêtés qui portent sur 107 chaînes. Puis sur les 107 chaînes en règle, 14 sont dans le bouquet privé et 83 dans le bouquet public. Sur les 83 chaînes de télé, 41 utilisent de laptop. Sur ceux qui utilisent de laptop, nous avons 28 qui les utilisent comme décodeurs ou faisceaux. À eux, un délai de grâce de 72 heures a été donné pour s'occuper du matériel adéquat, faisceaux ou décodeurs. 13 les utilisent comme télévision portable, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucune infrastructure, ni studio, ni rien.
mais elles viennent tous les jours à Pigeon pour télécharger des films. Vous savez que Pigeon est un site stratégique qui mérite d'être sécurisé. Nous voulons donc, pour des dispositions sécuritaires, limiter l'accès à ces sites. Et ce qu'il faut retenir, tout celui qui est admissible éditeur de programme à la TNT est reconnu comme télévision, mais l'accès à la TNT publique n'est pas automatique. C'est une première phase que nous avons commencée. Toutes les chaînes qui ont été déconnectées aujourd'hui ont des possibilités évidemment de faire des recours parce que les décisions que nous voulons prendre ne sont pas définitives. Nous voulons nous assurer que ceux qui veulent investir dans les secteurs de médias répondent aux exigences du travail dans les secteurs de médias. Exactement comme le travail de refondation que nous faisons dans les secteurs de l'aménagement du territoire. Nous souhaitons donc que vous puissiez les comprendre et que vous puissiez nous accompagner dans cette démarche qui va conduire à la salubrité médiatique. Monsieur le ministre d'État, à nouveau merci. Merci à vous de vous être déplacé pour ces briefings et à bientôt. Merci. Merci. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinzau Mayala. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente, achat, paie location, équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie. Botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente, achat, location, paie likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président ya Imo Congo hôpital. Tube yango hôpital pour la nini. Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour na traiter cause ba solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nos solutions. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Imapango nyonso ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, infirmières bazali, bakoyamba bino, bakosala musala comme il faut. To bengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pona kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala no de cité toza awa biso moko okoti ozu lobiko na yo. Ay mapangu nyonso ya koteka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital, mapangu nyonso ya koteka sans exception na bino. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital. Pokuna mapangu nyonso ya koteka sans exception. Kodutete na ya bino peza ya koteka.